Le cours de Monsieur Peigné. Dans le dernier chapitre de probabilité, on a parlé de variables aléatoires. Lorsqu'on a une variable aléatoire, on peut donner sa loi, c'est-à-dire déterminer toutes les valeurs que peut prendre notre variable aléatoire, puis donner pour chacune de ces valeurs la probabilité que la variable y soit effectivement égale. Ici, on voudrait définir quelques valeurs à associer à une variable aléatoire pour la décrire de façon globale. Dans le premier paragraphe, on va essayer de définir la valeur moyenne prise par une variable aléatoire. A priori, ça ne semble pas avoir vraiment de sens, mais si on y regarde de plus près, par exemple en s'aidant de Scilab, si je demande à Scilab de ranger dans un vecteur grand X 1000 valeurs obtenues comme des réalisations d'une loi binomiale de paramètres 1, 0, 5, je vais avoir comme ça une suite de 1000, 0 et 1, et si j'essaie de regarder combien il y a de 1 là-dedans, je vois qu'il y en a pas loin de la moitié. Ce qu'on constate ici, c'est un phénomène qu'on connaît un peu intuitivement et qui est validé par des résultats mathématiques. C'est que lorsqu'on regarde un grand nombre de réalisations d'une variable aléatoire, une valeur k du support va être présente avec une fréquence qui va être à peu près la probabilité que x égale k. Autrement dit, la probabilité que x égale k peut être comprise comme la fréquence théorique d'apparition de la valeur k lors d'un grand nombre de réalisations de notre variable aléatoire. Et une fois qu'on a dit ça, on comprend que si lors d'un grand nombre de réalisations d'une variable aléatoire, on retrouve toutes les valeurs du support avec des fréquences qui sont à peu près les valeurs données par la loi de la variable aléatoire, et ben on va pouvoir calculer une moyenne théorique qui va être la moyenne de ces valeurs-là si on avait exactement les valeurs du support présentes avec leur proportion théorique. Je pourrais par exemple calculer la moyenne des valeurs dans mon vecteur grand X. Je vois que ça donne 0,483. Et si je refais 1000 nouvelles réalisations de grand X et que je recalcule la moyenne, j'obtiens 0,492 qui est très proche de 0,483. Et si je recommence, on obtient encore quelque chose d'assez proche. Alors évidemment, on n'a pas à chaque fois exactement la même chose, puisque les 1 et les 0 ne sont pas présents avec des fréquences qui sont exactement la probabilité que grand X soit égal à 1 et la probabilité que grand X soit égal à 0. Mais plus on va faire de réalisations, plus on va être proche de ces valeurs. Et le nom qu'on va donner à cette moyenne théorique, c'est le nom d'espérance, qu'on définit dans la définition suivante. Lorsqu'on a oméga A rond P un espace probabilisé et x une variable aléatoire discrète, si le support de x est fini, alors on va appeler l'espérance de x la somme pour les k appartenant au support des k fois probabilité que x égale k. Autrement dit, on est en train de faire la moyenne de toutes les valeurs k du support, coefficientées par leur fréquence théorique d'apparition, autrement dit par probabilité que x soit égal à k. Et on notera ça, grand E de x, l'espérance de x. Si le support est infini, il faut faire un petit peu attention, on ne peut plus parler de somme aussi simplement. Il faudra parler de somme de série, et on ne va pas seulement demander à ce que la série converge, mais à ce qu'elle converge absolument. Si on reprend les deux exemples qu'on avait traités dans les chapitres précédents, commençons par l'exemple du casino. On avait un joueur qui jouait à la roulette, qui misait 10 € sur rouge, ou bien la boule tombait effectivement sur rouge et il récupérait 2 fois sa mise, autrement dit il gagnait 10 €, ou bien ça ne tombait pas sur rouge et il ne gagnait rien du tout, sachant qu'il avait misé 10 €, il perdait donc 10 €. On avait donc cette loi-là, probabilité que x soit égal à moins 10 est de 19 sur 37, et probabilité que x soit égal à 10 est de 18 sur 37. Pour calculer l'espérance, on fait donc la moyenne de moins 10 et de 10, affectés des coefficients, probabilité que x égale moins 10, probabilité que x égale 10, ce qui donne moins 10 37e. On peut donc s'attendre, sur un grand nombre de joueurs, à ce que chaque joueur perde en moyenne 10 sur 37 €. Deuxième exemple, on lance 2 fois un dé équilibré et on note y la somme des deux valeurs. Je rappelle la loi qu'on avait déterminée ensemble, et pour calculer l'espérance de y, et bien encore une fois, on va faire la moyenne des valeurs du support, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, affecter des coefficients, probabilité que x égale 2, probabilité que x égale 3, probabilité que x égale 4, probabilité que x égale 5, etc., etc., jusqu'à la probabilité que x égale 12. Alors je vous passe les détails du calcul, ici on trouve 7. Ce qui veut dire que sur un grand nombre de répétitions de cette expérience, on s'attend à avoir une somme de 2D qui est en moyenne 7. Étant donné que le calcul d'espérance ne dépend que de la loi de la variable aléatoire, on va donner pour chacune des lois usuelles les espérances. Pour une loi uniforme, par définition, toutes les valeurs de l'intervalle des entiers de 1 à n sont équiprobablement prises
par grand X. On comprend alors que la moyenne théorique, autrement dit l'espérance de grand X, va être la valeur au milieu de l'intervalle 1n, soit n plus 1 sur 2. Si grand X suit une loi binomiale de paramètres np, eh bien on sait qu'une loi binomiale de paramètres np, c'est simplement la somme de n variables aléatoires suivant des lois de Bernoulli. On comprend alors qu'on trouve n fois ce qu'on avait avant. Et enfin, lorsque x suit une loi de Poisson de paramètres lambda, x admet bien une espérance, et cette espérance c'est lambda. Si vous vous rappelez de la façon d'interpréter intuitivement une loi de Poisson, ce résultat doit vous paraître évident puisqu'on avait dit que dire que x suit une loi de Poisson de paramètres lambda, c'était dire que x était le nombre d'événements rares qui se produisent en un laps de temps donné si ces événements rares se produisent en moyenne lambda fois. Deux petits exemples autour de la loi géométrique. On lance un D6 équilibré une infinité de fois et on note grand X. Le premier rang où on obtient 3. Alors on pourrait expliquer que grand X suit bien une loi géométrique de paramètres 1 sixième. Et donc d'après la proposition précédente, grand X admet une espérance et cette espérance est obtenue en calculant 1 sur 1 sixième, autrement dit 6. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut en moyenne 6 lancers pour obtenir 3. Si vous lancez un dé jusqu'à obtenir 3 un grand nombre de fois, et que vous regardez à chaque fois combien de lancers vous avez dû faire, et bien en moyenne, vous aurez dû en faire pas loin de 6. Dans le deuxième exemple, on possède un dé 6 équilibré, et on aimerait simuler un dé 4 équilibré, donc faire comme si on avait un dé 4 équilibré. Une idée, c'est de se dire qu'on va lancer le dé 6. Si on obtient un nombre entre 1 et 4, c'est bon, c'est la valeur de notre dé. Si on obtient 5 ou 6, on va relancer le dé. Évidemment, en procédant comme ça, on voit qu'il y a un souci, c'est qu'on va peut-être lancer le dé un très grand nombre de fois, voire une infinité de fois. Alors la probabilité qu'on ait besoin de lancer le dé une infinité de fois, on pourrait la calculer, on verrait que c'est 0. Autrement dit, on va lancer le dé un nombre fini de fois presque sûrement. En revanche, ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est en moyenne combien de fois est-ce que je vais devoir lancer mon dé pour avoir un résultat entre 1 et 4. Et bien ici, c'est ce qu'on a appelé grand X, le nombre de lancers pour obtenir un résultat entre 1 et 4. On peut justifier que ce grand X, lui, suit une loi géométrique de paramètres 2 tiers, puisqu'ici on a une répétition d'épreuves, lancer le dé, qui sont toutes identiques et indépendantes, avec un succès qui est avoir un nombre entre 1 et 4, qui a une probabilité de 4 sur 6, autrement dit 2 tiers. On calcule alors l'espérance avec la formule donnée juste avant, et on trouve 3 demi. Il faut donc en moyenne 1,5 lancers de dés pour obtenir un nombre entre 1 et 4. Deux propriétés de l'espérance, qui sont des propriétés qu'on avait déjà vues pour l'intégrale. Premièrement, l'espérance, elle est positive. Ça signifie que si on a une variable aléatoire qui est presque sûrement positive, alors son espérance va être positive. Autrement dit, si vous faites une moyenne de valeurs positives, vous obtenez un nombre positif. Deuxième propriété, l'espérance est linéaire. L'espérance d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des espérances. En particulier, comme on le voit dans l'exemple en dessous, l'espérance d'une somme est la somme des espérances. C'est simplement le point 2 avec a et b égaux à 1. Et donc par exemple, si grand X et grand Y suivent toutes les deux des lois binomiales de paramètres np, elles ont toutes les deux une espérance de np, et donc l'espérance de la somme des deux est 2 fois np. Un cas particulier de la linéarité de l'espérance, c'est le calcul de l'espérance de ax plus b. C'est un cas particulier puisque c'est la proposition 2 où y vaut 1. Autrement dit, où y suit une loi certaine de paramètre 1. Comme on l'a dit, l'espérance d'une loi certaine de paramètre c, c'est c, donc l'espérance d'une loi certaine de paramètre 1, ce serait 1, et donc on trouve bien que l'espérance de x plus b est égale à a fois l'espérance de x plus b. Grâce à ce corollaire, on va pouvoir calculer l'espérance de grand X qui suit une loi uniforme, mais plus nécessairement sur un intervalle du type 1n, où n est un entier. Par exemple ici, x suit une loi uniforme sur l'intervalle des entiers de -5 à 9, et en posant y, une variable aléatoire intermédiaire, qui elle va bien suivre une loi uniforme sur l'intervalle 1,15, on va pouvoir déduire de l'espérance de y l'espérance de x. En effet, ici, x égale y moins 6, et grâce au corollaire, cette espérance est égale à l'espérance de y, le tout moins 6. Espérance de y, on peut le calculer grâce à la proposition qu'on a vue avant, et on trouve finalement 2. Et on finit pour ce paragraphe avec peut-être le théorème le plus important. C'est le théorème de transfert. C'est un théorème qui va nous permettre de calculer des espérances, mais plus seulement des espérances de x, mais des espérances de g de x, où g est une fonction. Et ce qu'on explique en fait, c'est que
Au lieu de faire la moyenne des valeurs prises par x, on va faire la moyenne des valeurs prises par g de x. Et quelles sont les valeurs prises par g de x? Eh bien, x prend les valeurs k de son support, donc g de x va prendre les valeurs g de k. On fait donc la moyenne avec les g de k coefficientés par les probabilités que x soit égal à k pour tous les cas du support. Il en va de même si le support est infini, mais alors comme tout à l'heure, il va falloir parler de somme de série, d'absolue convergence, et donc on n'a pas a priori la certitude de l'existence d'une telle espérance. Un exemple, avec x une variable aléatoire qui suivrait une loi uniforme sur un intervalle 1n où n est un entier strictement positif, si on veut calculer l'espérance de x au carré, eh bien au lieu de faire la moyenne des k pour les k dans le support, on va faire la moyenne des k au carré, donc des valeurs prises par x au carré. Comme on a une loi uniforme, la probabilité que x égale k vaut 1 sur n, qui ne dépend pas de k, l'indice de sommation, que je peux donc factoriser à l'extérieur de ma somme. La somme des k carrés, c'est une somme classique, et quand k va de 1 à n, on sait que ça vaut nn plus 1, 2n plus 1 sur 6, et après avoir simplifié, on retrouve n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Ce calcul de l'espérance de x au carré, il n'est pas du tout anecdotique, et on verra qu'il nous sera très utile dans la deuxième partie quand on va parler de variance. Et c'est tout pour ce paragraphe.